Bonjour, je suis Jocelyn, voyant médium. Si vous souhaitez une consultation en privé, par téléphone ou en bureau, merci de me contacter au 06 92 81 36 06 ou sur mon site internet w3fois.jocelyn-medium.com. C'est parti pour le grand jeu 100% local avec Télécréole. Envoyez par SMS local, L-O-K-A-L au 79 00 et répondez à notre grand quiz spécial réunion pour tenter de remporter jusqu'à 1000 € cash. Oui, 1000 € cash. Local, L-O-K-A-L au 79 00. Soyez le meilleur. Participez au tirage au sort et remportez la cagnotte jusqu'à 1000 €. Local au 79 00. Le grand jeu de la découverte de la Réunion avec Télécréole. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Envie de nouvelles rencontres? Envoyez-nous au 61 62 et vous serez mis en relation avec des célibataires proches de vous. Vous aussi sautez le pas et envoyez-nous au 61 62. Envoyez-nous au 61 62. Rallye-belle! Rallye-belle! Plein feu sur l'émission Rallye les Belles avec Opel chez Sogecor. Avec RS Sport, le spécialiste du tuning. Autovision à Sainte-Anne, la sécurité avant tout. NTR Racing. GLG Location. Toutes et à tous et bienvenue sur Télécréole dans votre émission Les Experts Juridiques. Un numéro de téléphone, le 02 62 566 566 pour vos questions, une interrogation, un doute. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez. On se retrouve juste après le générique. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat et c'est le cas avec Maître Jean-Jacques Morel. Bonsoir Maître. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va très bien vous-même? Bah écoutez, ça va, un petit peu malade, j'ai eu un peu de fièvre, je me suis mis un thermomètre pour connaître un petit peu ma température. Je l'ai pas mis sous le bras cette fois, je l'ai bien situé. Et ben écoutez, j'ai retiré le thermomètre et vous savez quoi? J'ai eu une température assez importante, 49,3. Voilà, ça a fait quand même beaucoup de dégâts, en espérant que ça puisse... C'est inquiétant. C'est inquiétant, en espérant que ça puisse s'arranger, en tout cas, quoi qu'il advienne. Voilà, et bien écoutez, on va donc se retrouver en direct grâce à vos questions. Maître Morel est là pour y répondre. Alors surtout, vous n'hésitez pas, le standard est ouvert, le standard est open. D'ailleurs, il clignote 02 62 566 566, 02 62 566 566. Un petit tour pour la question qui peut concerner beaucoup de personnes, Maître Morel, dans le cadre d'un procès. Peut-on se faire rembourser les prestations de son avocat? Si oui, dans quel cas? Sinon, dans quel cas? Dans tous les cas, il y aurait certainement une réponse. Alors, donc, d'abord, il faut savoir qu'il y a 3 cas de figure qui peuvent se présenter. Il y a des gens qui n'ont pas de ressources et qui ont leurs frais d'avocat payés par l'aide juridictionnelle. Bien, à ce moment-là, bien sûr, elles ne déboursent pas, donc elles ne pourront pas se faire rembourser quoi que ce soit. D'accord, ça c'est pour l'aide juridictionnelle, voilà. C'est vrai Après, que par rapport aux moyens, voilà. C'est une chose. Donc elles n'ont pas à débourser. Après, il y a un deuxième cas, des gens qui ont une protection juridique, une assurance protection juridique. À ce moment-là, c'est pareil, les gens n'ont pas à débourser, et c'est l'assurance protection juridique qui récupère les frais d'avocat si le tribunal en alloue. Et après, il y a le cas normal où la personne va faire l'avance, va verser une provision à son avocat, et à ce moment-là, si elle gagne son procès, et seulement si elle gagne son procès, celui qui succombe, c'est-à-dire celui qui perd, va devoir
lui rembourser tout ou partie de ses frais d'avocat. C'est ce qu'on appelle l'article 700. D'accord. Et ça, c'est pour tous les cas? Alors, c'est pour tous les cas, sauf que les montants sont variables. Vous pouvez très bien avoir 2 000 € de frais d'avocat et avoir que 1 000 € d'article 700. Donc, ce qui fait que vous allez gagner votre procès, mais vous serez remboursé que partiellement. D'accord. Alors, quelles sont les démarches à faire dans ces cas-là? Non, c'est le tribunal qui décide. Ah, c'est le tribunal Voilà, qui décide. c'est le tribunal qui décide. Vous gagnez votre procès, l'adversaire a perdu. On va vous attribuer X € pour compenser au moins une partie de vos frais d'avocat. D'accord, très bien. Alors, Voilà. l'aide juridictionnelle, là, dans ces cas-là, on ne paie pas l'avocat Alors, parce que les revenus sont pas assez suffisants. Là, il s'agit donc de personnes qui ont des revenus faibles. Hein, donc, il y a un barème parce que, bien sûr, une personne seule, le barème n'est pas le même que si c'est une personne avec 3 enfants. Donc là, elle ne paye pas d'avocat, elle ne paye pas d'huissier et l'État va assumer le coût de ses auxiliaires de justice, avocats, huissiers, voire experts, pour la personne. Mais là, bien sûr, comme elle n'a pas déboursé, même si elle gagne, elle ne va pas récupérer le frais. On est bien d'accord. Voilà. Alors, c'est payé par qui ces frais? C'est payé par l'État. C'est comme, si vous voulez, les personnes qui vont se faire soigner chez le médecin, même chez un spécialiste, qui ne peuvent pas assurer le complément. Donc, il y a des systèmes d'État, d'aide médicale gratuite, qui font qu'elles sont prises en charge par la solidarité nationale. Donc, c'est pareil. C'est l'impôt des citoyens qui va permettre aux plus pauvres, aux plus modestes, de ne pas avoir à payer des frais d'avocat. Est-ce qu'un avocat est obligé de participer à l'aide juridictionnelle? Non. Non. Il y a des gens qui disent non. Il y a des avocats qui... Oui. Voilà. C'est un choix. Est-ce que c'est plus pour les débutants aussi, ou est-ce que les ténors du barreau, comme on pourrait dire... Il faut savoir déjà qu'il y a 2 catégories un peu de fonctionnement aux frais de l'État. Vous avez l'aide juridictionnelle qui concerne les procès civils et le procès pénal si on est victime. Et puis, quand on est accusé, donc pour faire simple, en matière pénale, là, c'est des commissions d'office. Donc, il y a des avocats qui ne prennent ni aide judiciaire ni commission d'office. Par contre, il y a des avocats qui prennent quand même toute la partie aide judiciaire, c'est-à-dire procès civil, de terrain, de famille, qui prennent la partie victime devant les tribunaux, mais pour la partie commission d'office, laissent ça aux avocats de permanence, qui sont souvent des jeunes avocats, que le bâtonnier désigne. Ils se font un peu les dents. Voilà, et puis ça leur permet d'avoir un minimum de clientèle. De clientèle, voilà. Absolument. Eh bien écoutez, vous n'hésitez pas, vous faites le 02 62 566 566 pour une question et monsieur Maître Jean-Jacques Morel aura le plaisir bien sûr de vous y répondre. Une petite question, Maître Morel. J'ai un litige avec quelqu'un qui habite à La Réunion, d'accord? Mais pendant ce litige, cette personne a déménagé, n'habite plus à La Réunion et habite en métropole. L'affaire qui est en cours à La Réunion, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir continuer à la poursuivre au dehors du département de La Réunion? Alors, tout dépend de savoir si l'affaire est déjà lancée et si le défendeur a été touché quand il habitait ici, auquel cas le procès va se poursuivre ici. Normalement, à La Réunion, peu importe qu'il déménage. Peu importe qu'il déménage. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Donc, la personne est touchée par une assignation, elle est conviée à se présenter à un tribunal ici et le procès va se poursuivre ici jusqu'à la fin. D'accord. Personne peut aller habiter à Tahiti, le procès il va aller jusqu'à son terme ici. En revanche, si vous n'avez pas le temps de lancer votre procès, la personne est déjà partie, là c'est plus compliqué parce qu'en principe, le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu où réside le défendeur, donc votre adversaire. D'accord. Si la personne est partie habiter à Paris, par exemple, vous allez devoir lancer le litige à Paris. Sauf exception, je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a quand même quelques exceptions, par exemple en matière de familiale, quand il y a des enfants mineurs, le tribunal compétent est le tribunal du lieu où habitent les enfants. D'accord. Bon, là, c'est quand même plus simple pour trouver l'adresse, mais quand quelqu'un part comme ça, il est plus difficile. Oui, c'est moi, plus compliqué. je reçois parfois des gens qui me disent, voilà, Maître Morel, j'ai prêté de l'argent à quelqu'un, par exemple, mais je ne sais plus où il est. Et donc, je dis, il faut faire une recherche, donc éventuellement s'adresser à un détective privé. Eux, ils ont des réseaux, par les services EDF, de façon officieuse, ou la CAF, ils biaisent, des choses, pas forcément d'ailleurs toujours très très légal dans la règle, et ils réussissent à détecter donc les adresses, à retrouver les adresses de personnes dont vous avez perdu la trace.
D'accord. Eh ben, Voilà. écoute, donc c'est quand même possible, mais il faut que l'affaire soit déjà en cours. Voilà. Et, Si l'affaire est en cours, il n'y a pas de souci, elle se déroule jusqu'à son terme ici à La Réunion. Si l'affaire n'est pas lancée, c'est plus compliqué. D'accord. Bah, écoutez, merci pour ces précisions. Nous allons faire tout de suite un petit tour au standard, si vous le permettez. Maître Morel, bonsoir, allô, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui. N'hésitez pas, vous êtes en direct. Si, ben, moi, bonsoir. Bah oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'animateur. Ben si, elle m'a dit pas. Ah. Est-ce que c'est une question juridique que vous voulez poser? Non, c'est concernant après avoir vendu un terrain d'une succession, s'il vous plaît. Oui, allez-y. On écoute votre question et Maître Morel vous entend. Bonsoir, Maître Morel. Bonsoir, monsieur l'animateur, et bonsoir, Maître Jean-Jacques Morel. Bonsoir, madame. Très bien. C'est bien. Pour le texte, là, ça va. Vous lisez un texte, non? Voilà. Après avoir réglé le Fonds national de mes parents, j'ai reçu la somme de cet héritage. Est-ce que c'est à déclarer sur la feuille d'imposition d'impôt, s'il vous plaît? Alors, madame, donc vous avez perçu un héritage, c'est ça? Comment? Vous avez perçu un héritage de vos parents? Oui. D'accord. Est-ce que cet héritage, il est d'une valeur supérieure? Vous avez perçu combien? Ça représente combien cet héritage? Moi, j'ai reçu 30 000 €. D'accord. Donc, vos parents avaient perçu le Fonds national de solidarité? Oui. Et donc on là, a réglé, hein? Pardon? C'est déjà payé. Donc, le notaire a déjà payé? Oui. Ben, le reste, c'est pour vous. Oui, mais est-ce que ça c'est à déclarer sur la feuille d'impôt, ça, hein? Quoi, l'héritage? La somme que moi a reçue, hein? Ah ben, si c'est un héritage en principe, tous les impôts qui étaient à payer, ils ont déjà été payés par le notaire. Donc vous avez payé les taxes puisque vos parents ont perçu le Fonds national de solidarité pour les personnes âgées sans ressources. Donc le notaire a prélevé les sommes déjà. Donc ce que vous percevez aujourd'hui, en principe, c'est une nette d'impôt. Vous n'avez pas à déclarer. Parce que le notaire a déjà fait le travail pour vous, si vous voulez. Tout ce qu'il y avait à payer, ça a déjà été réglé. Donc là, la somme, le chèque que le notaire vous fait, en principe, c'est net d'impôt. Si vous voulez avoir confirmation, passez un coup de fil à votre notaire. Mais en principe, tout ce qui est impôt, l'État se sert, j'allais dire, à la source, et c'est le notaire qui fait le chèque aux impôts. D'accord. D'accord? Voilà, on a répondu. Moi, j'ai ma déclaration d'impôt à moi. Moi, je voulais savoir. Mais non, vous ne déclarez pas, puisque les impôts ont déjà été payés par le notaire. Ah bon. Et on a déjà prélevé sur les sous qui vous revenaient, et le notaire a fait le chèque aux impôts. Donc là, aujourd'hui, vous déclarez vos revenus normaux, mais vous ne déclarez pas l'héritage. Mais je vous conseille quand même, pour avoir confirmation, de passer un coup de téléphone à votre notaire, madame. D'accord. D'accord? Voilà. Je vous remercie. Il n'y a pas de problème, madame. Merci beaucoup. Voilà. Au revoir. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Donc en effet, c'est prélevé à la source directement avec le notaire et ça va directement. D'ailleurs, une petite chose aussi à dire, quand on voit les frais de notaire, des fois on se dit « Oh, les notaires, ils s'en mettent plein la poche ». Mais c'est faux. C'est faux parce qu'au final, enfin c'est faux, ils vivent bien quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est même, qu'ils n'ont pas la somme en entier. Voilà. Dans les frais de notaire, en fait, vous avez deux parties. Vous avez les frais de notaire, pour m'en parler, c'est-à-dire les honoraires, la rémunération du notaire. C'est de quelques pourcents. Voilà. Et le reste, c'est l'État. Ce sont des taxes, on appelle ça les droits de mutation. Quand une personne A vend une personne B ou qu'il y a une succession, l'État prend la plus grosse partie. D'accord, très bien. Voilà. Ok, bon ça il faut le savoir. Donc comme maintenant, madame, n'ayez pas de problème, n'ayez crainte, vous gardez l'argent, ça a déjà été fait, mais quand même, comme disait Maître Morel, n'hésitez pas à passer un petit coup de téléphone à votre notaire. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir, quelle est votre question, s'il vous plaît? Monsieur. Oui, bonsoir, Maître Morel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, voilà, ma question, c'est concernant la cour d'assises. Oui. Oui, voilà, je fais allusion à la cour d'assises qui va s'ouvrir bientôt concernant le crime odieux. Vous vous souvenez peut-être du commerçant de Grand-Bois. D'accord. Oui. Alors, ces commerçants ont été assassinés sauvagement, agressés d'une manière abusive. Et donc, quand on dit que l'État paye l'avocat pour plaider pour ce monsieur, ces personnes qui ont tué ces deux commerçants, donc c'est, par exemple, je prends l'exemple, ces commerçants qui ont travaillé pendant toute leur vie,
qui ont payé des impôts, qui ont payé tout à l'État. Donc, ils ont un peu payé à l'administration, payé pour leurs bourreaux pour les tuer. Et donc, l'État paye encore ses bourreaux pour être jugés. Alors, je voudrais savoir, est-ce que c'est légal ou comment ça se passe, cette affaire-là? Enfin, c'est pas le seul crime, c'est des crimes que ça passe à chaque session d'assises. Bien sûr. Quand on voit des gens qui n'ont pas d'argent et qui tuent des gens, et que ces gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont versé tout l'argent à l'État, et l'État prend des avocats, paye des avocats gratuits pour plaider pour ces gens comme ça. Alors ça écoeure parfois la population. Je voudrais savoir votre réponse là-dessus. Bien. Bonne question, Alors, monsieur. Monsieur, la question que vous soulevez, en fait, elle est relative au financement des services publics. La justice est un service public. Et dans ce service public de la justice, il y a une petite partie qui est réservée au paiement des avocats des plus modestes. Alors, ça peut concerner des victimes, d'accord? Et vous évoquez le cas terrible de ces malheureux commerçants qui ont été tués. Eux aussi, ils peuvent faire appel à l'aide judiciaire pour payer leur avocat. C'est tout à fait possible. Je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais c'est possible. Et puis, vous avez l'auteur présumé, puisqu'il n'est pas encore condamné, ou les auteurs, ils sont certainement démunis, comme souvent à la cour d'assises. Et vous avez raison, l'État va commettre d'office, enfin le bâtonnier va commettre d'office un avocat, peut-être deux avocats, même s'ils sont deux, pour les défendre. Et c'est le contribuable qui, en définitive, paye à travers ses impôts ces frais-là. De même que quand on met quelqu'un en prison, le service public des prisons, c'est payé par vous, par Fred, par moi-même, par tous ceux qui acquittent des impôts. Je paye là bientôt aussi. Donc, si vous voulez, je comprends que ça puisse vous heurter, mais à partir du moment où c'est un service public qui donc est financé par l'État et donc qui est financé par les citoyens, l'État, il paye tout. Il paye pour les bons, c'est-à-dire il paye pour ceux qui sont du bon côté, pour les victimes, les gens qui font un procès civil et qui ont besoin de faire entendre leur voix et de faire entendre de plaider leur cause. Mais on paye aussi pour les mauvais, entre guillemets. C'est-à-dire on paye pour défendre des individus qui ont fait des bêtises pas graves parfois. Ça peut être devant le tribunal de police des contraventions, des bêtises un peu plus graves devant le tribunal correctionnel, et des crimes très très graves cette fois-ci devant la cour d'assises. Donc forcément, ça a un coût, et même si je comprends ce que vous me dites, c'est que tous ceux qui payent l'impôt, ils participent au financement par l'État de la défense de ces accusés qui passent en cour d'assises. Mais c'est le système qui est fait comme ça. Vous ne pouvez pas dire ce qu'ils ont fait est trop grave, donc il n'y a pas d'avocat ou qu'ils se débrouillent. Non, c'est pas possible. La loi, elle est la même pour tous. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, monsieur. Allô? Voilà. Bon, écoutez, monsieur, voilà, on a donc répondu à votre question. C'est une question qui a été posée, et c'est vrai que ça peut en effet... C'est une question plus philosophique. Oui. C'est-à-dire que là, ce qui veut dire, je comprends le monsieur, c'est quelque part, ces malheureux commerçants, ils ont contribué à financer un service public, et là, ils contribuent à financer la défense de leur assassin. De leur assassin. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'absurde, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout. Mais le système, il est fait de façon générale pour tout le monde. Et dans un système d'une démocratie judiciaire, même le plus terrible des criminels, il a droit à un avocat. Et s'il n'a pas d'avocat, eh bien c'est l'État qui va subvenir au paiement des frais d'avocat pour que les droits de la défense soient respectés. Donc c'est un petit peu la règle du jeu pour tout le monde, c'est la même, plus ou moins. Voilà. Mais écoutez, voilà, très bien, merci pour cette réponse, Maître Morel. On continue au standard et en simultané avec Créole FM et Télécréole au 02 62 566 566, c'est le numéro que vous avez fait. Bonsoir, on vous écoute. Oh là, on va éteindre la télévision si ça vous dérange pas, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez éteint votre télévision, monsieur? S'il vous plaît, est-ce que vous avez éteint votre... Grondin Daniel, moi. Oui, très bien. Écoutez, c'est impeccable. Mon problème, ma femme n'était pas ratisée, tu connais. Attendez, monsieur, s'il vous plaît, juste avant de poser votre question à Maître Morel, pouvez-vous éteindre votre télévision, s'il vous plaît? Après une preuve. Pouvez-vous Allô? Allô? Monsieur? Oui. Pouvez éteindre votre télévision, s'il vous plaît? Oui. Voilà. Merci. Super. On écoute votre question.
La police, tout a dit moi prendre preuve, le tribunal dit moi prendre preuve. Bon. Là, mi ça va, mi relève mon affaire, mi ça voir mon avocat, ben dit moi aller voir le dossier avec la police de la Ramine de Cabri. Moi, on a un duplicata de la seule quand elle se passait, alors. Quand on mettait mon garde à vie, et les prennent preuve, moi, les malades, moi, le diabète, moi, de l'insuline, mi vais relève mon affaire et la prennent preuve. Pourquoi le poste police de la Ravine de Cabri donne pas moi, il veut pas donner à moi? Pourquoi? C'est la loi, ça, monsieur? Mais pas la question. Est-ce que l'être humain n'est pas droit? N'y crois pas. Monsieur. Oui. Maître Morel et moi-même, juste le début, si vous voulez. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le début? Ça se passe à Ravine des Cabris, etc. Oui. Pouvez nous redonner un petit peu le fil de l'histoire? Juste au début, parce qu'on n'a pas très bien entendu. J'ai fait un traitement en garde à vue 2012. Oui. Là, ils prennent preuve, moi, les malades, moi, le diabète. Hein? Ça prend preuve. Et il n'est pas vrai. Mais verrou là, mon affaire. Là, la police de la Ravine des Cabris, dit moi, j'ai tout pas le dossier. Avant ce temps, j'ai tout le dossier, dit moi, bon, bah, c'est lequel nom? Dit Gondin, Daniel. Ben oui, c'est bien le 27 mars et le 27 novembre 2012. Ben, après, il m'a dit par téléphone. Ben, dit moi, monsieur, ne peut pas vous donner. Alors, ça, c'est la justice, ça, monsieur Maître Morel? Bon, alors, monsieur, si j'ai bien compris, me reprends un petit peu. Donc, en 2012, vous avez été mis en garde à vue, c'est ça? Oui. Sur une accusation de votre ex-femme, c'est ça? Non, mais ça pas. Non, mais vous êtes mis en garde à vue pourquoi, monsieur? Elle a quitté. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Votre ex-femme, vous avez accusé de quelque chose. Attendez. Monsieur. Attends, est-ce qu'on ne peut pas parler en même temps? C'est juste impossible. Voilà, j'essaie de comprendre ce que vous me dites. Donc, vous avez été mis en garde à vue. Vous avez été mis en garde à vue en 2012 sur une accusation de votre ex-femme, c'est ça? Oui. D'accord, donc j'ai bien compris. Et là, vous voulez, en 2016, quand vous dites relever l'affaire, qu'est-ce que vous entendez par là? Relever l'affaire, m'y attend l'affaire, il remet tout le temps. Non, puisqu'il n'y a pas eu de suite, vous n'avez pas été poursuivi, donc c'est terminé, l'affaire est classée, on ne peut pas relever l'affaire. Comment? Puisque, suite à la garde à vue, le procureur l'a pas poursuivi, le procureur a estimé que les faits n'étaient pas... Attendez, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Écoutez, vous posez une question, c'est très très bien, il n'y a pas de problème. Laissez juste, s'il vous plaît, Maître Morel, vous donner la réponse, et ensuite de ça, vous pouvez après intervenir, voilà, s'il vous plaît. Chacun son tour. Tour. Simplement pour vous apporter une réponse, il faut dire, en 2012, la garde à vue n'a pas eu de suite. C'est-à-dire que le procureur a estimé que les choses qu'elle était reproche à n'étaient pas constituées. Oui. Donc le procureur l'a bouclé le dossier, l'a classé. Oui. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus relever l'affaire, c'est fini. Vous n'avez pas été inquiété. Oui. Et les accusations qu'elle a portées contre vous se sont révélées infondées, puisque ça n'a pas eu de suite. Comment? Donc, ça n'a pas eu de suite, puisque vous-même, vous me dites qu'il n'y a pas eu de suite depuis 2012. Oui. C'est terminé. Mais c'est pas terminé. Ah, si. Le monsieur était dans ma case. Mais verrons le bout de ça, mystère. Mais quel monsieur? Dire le nom? Non, mais c'est pas une question, non. Mais le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait dans votre case? Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur, dans votre case? Je comprends pas. Oui, il fait dans la case avec mon femme. Ah, d'accord. Mais ça, écoutez, monsieur... Ah oui, mais bon, parce que c'est vrai qu'une histoire, c'est bien de donner tous les éléments, quand même. Moi, je découvre, il y a votre épouse, elle avait un amant, pour parler clairement. Elle avait un amant. D'accord, mais ça, monsieur... Mais ça... dans le chemin, pas dans ma case? Non, d'accord, mais monsieur, ça, je dis pas que c'est une bonne chose. C'est terrible pour vous et vous avez dû souffrir. Mais ce n'est pas un délit pénal. Le procureur, il ne poursuit pas ça. Comment? Quand un homme trompe une femme, qu'une femme trompe un homme, ce n'est pas un délit pénal. Ça n'intéresse pas le procureur. Oui, il n'intéresse pas le procureur. C'est pas bien par rapport, si vous voulez, au mariage. Oui. Mais ça n'intéresse pas le procureur. Le procureur, il ne s'occupe pas de ça. Oui. Voilà, le procureur ne s'occupe pas de ça. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... Le procureur, là, pardon? Il s'occupe de ça, il m'a maladie en maladie. Oui, mais monsieur, là, je comprends ce que vous voulez me dire, que vous estimez injuste parce que vous avez été en garde à vue, vous n'aviez rien fait. Mais finalement, vous avez eu raison, parce que le procureur, il a classé le dossier. Mais moi, il veut dommage intérêt, mais pour seul. Ah oui, écoutez, ça c'est votre but aussi, mais là, à mon avis... Allez voir l'avocat qui a fait votre divorce. Peut-être que c'est dans le cadre du divorce qu'il fallait demander pour l'adultère, ça s'appelle comme ça, des dommages-intérêts au juge de la famille. Si vous ne l'avez pas fait, je crains que ça soit trop tard. Pas trop tard, même essayez-moi. Parce que... Après, libre à vous.
Bon, en tout cas, monsieur, on ne pourra pas donner d'éléments supplémentaires par rapport à votre question. Écoute, monsieur Maître Morel. Oui. Le procureur, là, normalement, quand vous faites une lettre recommandée, là, il doit répondre à où? En principe, oui. Il fait 2 lettres recommandées, il n'y a pas répondre à moi du tout. Oui. Vous avez envoyé combien de lettres recommandées, monsieur? 2 lettres recommandées, le procureur ne veut pas prendre compte de mon affaire. Et qu'est-ce que vous demandez de votre lettre? Il demande une enquête pour le bout. Non, qui il était fera dans pas. la case. Je vous ai dit tout à l'heure que le procureur ne s'occupait pas de l'adultère. C'est pas dans sa compétence. Ah bon, il gère pas ça, alors? Non, voilà, exactement. Il n'y gère pas ça pour reprendre votre expression. Et quand la moins fou en garde à vue, il a le droit. Non, c'est pas qu'il a droit, c'est que je pense Bien que sûr, il a le droit. je pense que si vous avez été mis en garde à vue, monsieur, c'est qu'on devait vous soupçonner de quelque chose, et on s'est aperçu que c'était pas vrai, donc les poursuites ont été arrêtées. Voilà. Ben, les poursuites étaient arrêtées, ben, il rentre le bout. Mais oui, mais écoutez. Mais là, bon, là, malheureusement, Là, on a fait un maître moral, là, où est la justice, là? Ah, mais... C'est la justice, là, non. On sait très bien que Tu la veux justice, prendre des l'argent, fois, là? La quand ça nous justice, elle touche... n'est pas parfaite, c'est la justice Ça, des hommes. oui, même. Monsieur, Oui. monsieur, vraiment désolé, mais on ne pourra pas plus loin dans votre, pour une réponse à votre question. En tout cas, Maître Morel vous a expliqué comment ça se passait, et voilà, donc ça l'intéresse. Bien, merci bien, malgré Voilà. bien qu'il réponde à moi. Mais voilà, on vous a bien. répondu. Allez, merci. Merci, très bonne soirée, monsieur. Merci beaucoup. On continue au standard au 02 62 566 566 sur Télé Créole et en simultané sur Créole FM, à la radio aussi, on est passé. Puis en métropole aussi, on est vu. On est vu. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir monsieur, monsieur Jacques Morel. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Voilà. Je vous pose une question, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais je viens d'AVC, je parle un peu drôle. Donc, je voudrais savoir, quand j'appelle soit le Fonds National, est-ce que ma mort, ça va venir sur mon bien? Alors, je crois avoir compris la question. Hein. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est un peu la même question que tout à l'heure. Madame, vous avez quoi comme bien? Vous avez une maison, vous avez une petite case, avec un bout de terrain? Une maison, un terrain, oui. Bon, combien vous à peu près? À peu près? Je ne sais pas, mais 200 000 par... Alors, 200 000 euros, d'accord. Donc, si vous voulez, à partir du moment où vous avez une succession qui est supérieure, je crois que le chiffre, c'est... je crois que c'est quelque chose comme 29 000 euros, vous devez payer le Fonds national de solidarité, en tout cas rembourser. Vos héritiers vont devoir, avant de toucher les 200 000 euros de la succession, si vous avez perçu X euros de Fonds national de solidarité, ils vont devoir rembourser, effectivement. Francs, hein? Pardon? C'est en francs. Ah, c'était en francs? Oui. D'accord, ben, si vous voulez, je ne sais pas combien vous avez perçu, mais ils vont devoir... Non, mais écoute, hein, oui. C'est la retraite. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Si ça dépend. Si c'est une retraite normale, non, il n'y a pas de remboursement. Mais si c'est le Fonds national de solidarité, c'est-à-dire que si c'est le minimum vieillesse, l'État va récupérer sur l'héritage ce qu'il vous a versé. C'est un minimum. Mon mari travaille 2 ans. Non, mais peu importe que ce soit un immeuble ou pas. Si vous me dites que vous avez un terrain avec une case qu'il vaut 200 000 euros. Oui. Donc, les supérieurs aux 29 000 euros qui constituent... Hein? 39 000 francs. Non, c'est en euros. En euros. Non, c'était en francs, monsieur. Non, mais d'accord, mais madame, vous, votre case, elle vaut 200 000 euros. Oui, 200 000 euros. Ben oui, 200 000 euros. Donc, on parle en euros aujourd'hui. Oui, oui. Donc, je vous explique que comme l'héritage est supérieur au chiffre de 29 000 euros, oui. d'accord? Et comme vous avez perçu le Fonds de solidarité, l'État va, avant de distribuer l'argent à vos héritiers, combien d'enfants vous avez? 7. Bon, avant de distribuer l'argent aux 7, il va se rembourser de la pension de solidarité qui vous a versé pendant quelques années. Oui. Voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Oui, oui. Mais ça, c'est le notaire qui va vous faire le calcul. Oui, merci, monsieur. D'accord? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, madame. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Alors, très rapidement, 200 000 euros divisé par 7, ça fait 28 571 et 42 centimes. Voilà, c'était juste pour vous dire. Sauf que... Oui, sauf qu'il faut enlever... Avant de faire le partage, sur les 200 000 euros, si mettons que la dame, elle est perçue, par exemple, je donne un chiffre au hasard, 20 000 euros de petite retraite sur toutes ces années, l'héritage ne portera plus que sur 180 000.
Voilà, donc c'est ça ça. fera Ils vont enlever 180 000 divisé par 7. C'est ça. Alors, on va faire Voilà. ça tout de suite. Non, c'est bon, ok. Merci en tout cas pour votre question, madame. J'espère qu'on a pu donc vous donner entière satisfaction. On continue au standard au 02 62 566 566. L'émission Les Experts Juridiques. On vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Sur le plateau. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir. Votre question. Voilà, je voulais savoir un renseignement, s'il vous plaît. Oui. Je me retrouve dans une situation assez délicate. Je sors avec une personne qui est séparée de son compagnon. Et le problème, c'est que, elle a fait toutes les démarches nécessaires pour passer au tribunal, tout ça. Donc, mon copain, il a le droit à son droit de visite, tout ce qui suit. Mais le problème, c'est que l'ex cherche toujours l'embrouille. Donc, concernant les enfants, quoi. Et il a même porté un main courante à la gendarmerie. Ah, lui a fait une main courante à la gendarmerie? Non, c'est sa femme. Sa femme qui a fait une main courante à la gendarmerie. Ouais, par rapport, il a un adolescent un adolescent, quoi. Donc, comme l'éducation de son père et elle, c'est complètement différent. Et elle a porté plainte pour mon compagnon. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vous parle, là maintenant, elle veut que le père reprend l'éducation là où elle l'a laissé. Mais sauf que voilà, il y a un main courante contre lui. Et là, je me trouve dans une situation, vraiment, je ne sais plus quoi faire, quoi. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas si je pourrais vous aider, mais je peux essayer de vous orienter, vous apporter quelques éclaircissements. Bon, d'abord, madame, donc c'est votre compagnon, il était peut-être pas marié, mais il y a une décision de justice qui est intervenue pour régler les rapports entre lui-même, donc votre compagnon, et son ex-compagne, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, et ils ont combien d'enfants? Ils avaient combien d'enfants? Un seul? Ils ont 3. Bon, alors ils ont 3 enfants. Donc le juge de la famille a rendu une décision pour dire, voilà, il y a une pension alimentaire peut-être qui est payée, et voilà de quelle façon il va pouvoir rendre visite à ses enfants. Ça s'appelle un droit de visite et d'hébergement. En principe, c'est un week-end sur 2, la moitié des vacances, mais ça peut être modulé en fonction des décisions de justice. Bien. Donc le cadre, c'est la décision de justice qui a été rendue par le juge de la famille. Voilà. Et quand il y a quelque chose dont on n'est pas sûr, on se reporte à la décision de justice. Ça, c'est la règle numéro 1. Bon. Maintenant, il y a toujours des gens qui râlent, qui tiennent pas parole, qui respectent pas les choses. Et si cette dame, elle est un peu casse-pied, comme on dit dans le langage courant, elle ne respecte pas la décision de justice, eh bien, il faut simplement toujours se reporter la décision, éventuellement lui faire une lettre recommandée ou lui dire au téléphone, tu peux pas avoir les enfants ce week-end parce que c'est moi qui dois les avoir, puisque les week-ends impairs, ce mois-ci, c'est moi. Donc il faut revenir à ça. Maintenant, vous me dites que cette dame, pour essayer d'embêter votre conjoint, qui est donc le papa des enfants, elle a déposé une main courante au commissariat ou à la gendarmerie. Voilà. Bon, sachez que les mains courantes, c'est pas grave, c'est pas une plainte et ça ne représente rien du tout. Donc, Mais le problème, c'est que l'enfant, son garçon, oui. Un week-end sur 2, oui. Le week-end d'après, son garçon s'est mis en face de lui pour le frapper, quoi. Alors attendez, il ne faut pas tout mélanger, madame. Là, vous me parlez de la main courante. Je vous rassure, dans la main courante, ça n'a pas de conséquences. C'est pas comme une plainte. La main courante, c'est un signalement, si vous voulez, c'est tout. Et c'est dans un registre qui figure dans les gendarmeries ou dans les commissariats. D'ailleurs, je crois que c'est en train d'être supprimé. Donc, il n'y a pas de conséquences. Vous m'avez interrogé là-dessus. Alors maintenant, autre point, vous me dites que son grand-fils se met face à lui. Donc, il est en conflit avec son fils, c'est ça? Oui. Et dans ce cas-là, il a quel âge, le fils? 14 ans. Alors, il a 14 ans. Si à 14 ans, il pense qu'il va régir le monde, il va être déçu, cet enfant, et il va avoir des lendemains difficiles. Donc moi, ce que je conseille à votre compagnon, c'est de renouer les fils avec son enfant. Parce que c'est quand même... Attendez, laissez-moi finir. Il ne veut rien comprendre, quoi. Il veut pas parler. Justement, j'allais y venir. Il a mis une barrière, quoi. J'allais y venir. Donc, d'essayer de renouer les fils, parce que c'est que son fils, mais parfois, c'est très dur. Peut-être parce que la maman aussi, elle, comme on dit, elle doit monter la tête, et que le fiston, maintenant, il est remonté contre le papa. Donc, si ça ne se passe pas bien, et que le fiston...
qui a 14 ans mais qui mesure peut-être 1m90, hein, il frappe son père, là il faut arrêter les visites pour le moment, il faut tout arrêter, laisser les choses s'apaiser, et dans quelques mois, tenter, je ne sais pas, de l'inviter à boire un coca un samedi midi, ou de l'inviter à déjeuner pour renouer le lien, ou une promenade, un pique-nique, que sais-je. Il faut faire les choses progressivement. Mais il n'y a pas tellement de réponse judiciaire, parce que la justice, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Elle prévoit un cadre, d'accord, qui est la décision de justice, en disant c'est un week-end sur 2, etc., etc. Si c'est la guerre et le fils à 14 ans, il devient violent, personne ne peut obliger votre compagnon à voir son fils. Donc les choses s'arrêtent là, et dans quelques mois, ou au pire dans quelques années, quand cet enfant, cet adolescent, il aura pris un peu de maturité, et qu'il aura compris qu'on ne lève pas la main sur ses parents, que c'est une honte à lui de lever la main sur son papa, quels que soient les différends qui aient pu opposer le papa et la maman, on ne frappe pas son papa ou sa maman, peut-être qu'il va prendre conscience de ça, qu'il a besoin de son père, que son père l'aime, et que les choses vont s'arranger. Et moi, le conseil que je peux vous apporter, c'est pour le moment, c'est de couper les ponts. Voilà. D'accord. Et puis, une petite dernière question, mais par rapport du fait que je suis avec lui, et comme c'est moi, des fois, comme c'est moi qui m'occupe de ses enfants, parce que lui, il travaille, la bonne femme, elle me dit, ces enfants, ça ne me concerne pas. Alors que je suis avec c'est toujours, vous savez, la question que vous me posez, moi je ne suis qu'avocat, c'est la question qui se pose dans la vie, c'est la question des ménages recomposés. D'accord ? Il y a des choses qui sont inadmissibles. On parlait des violences tout à l'heure, et il me vient à l'esprit, je sais que Fred aime bien les maximes, les proverbes. Oui, je note tout de suite d'ailleurs. Voilà, c'est tes pères et mères honorera. C'est-à-dire qu'on ne porte tes pères et mères honorera. On ne porte pas la main, on ne frappe pas son papa ou sa maman. Bon, en revanche, il y a des choses qui sont plus courantes, c'est les familles recomposées. Et dans quasiment toutes les familles recomposées, les enfants, ils ont un peu ils ont un sentiment parfois d'être abandonnés, à tort souvent, parce que leur papa, leur maman les aiment, mais ils ont l'impression que parce que le papa ou maman a refait sa vie, eh bien, il n'aime plus les enfants du premier lit. Ce qui est complètement faux. Ceux qui auraient fait leur vie le savent. Les enfants, ils ont une place à part dans votre cœur, et quels que soient les compagnons, les compagnes que vous avez, ça reste vos enfants. Donc ça, la question que vous me posez, c'est une question relationnelle. Et je peux comprendre que les enfants, ils se sentent pas bien. Mais moi, j'ai des attendez, enfants, laissez-moi finir, madame. Je peux comprendre que les enfants, ils se sentent pas bien et qu'ils aient envie de dire les choses à leur papa et qu'ils ont l'impression que vous prenez leur père pour vous toute seule. Mais vous, en même temps, vous avez le droit de refaire votre vie, et ce monsieur, il a le droit de refaire sa vie. Et il y a la place pour les deux. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire comprendre aux enfants, c'est que dans le cœur d'un papa, il y a de la place pour sa nouvelle compagne, mais il y a de la place aussi pour les enfants. Et la situation que vous vivez, madame, ça vous consolera peut-être pas ce que je vais vous dire, mais elle est vécue par des milliers de familles recomposées à La Réunion. Voilà. Et ça, c'est pas la justice qui peut régler un problème comme ça. C'est la discussion avec le jeune, avec l'enfant, c'est essayer de lui montrer qu'on l'aime, de lui montrer qu'on l'accompagne, qu'on est là pour, je sais pas moi, pour payer des leçons de mathématiques si ça va pas à l'école, pour lui payer un t-shirt ou une paire de baskets quand il en a besoin, et on est là aussi pour l'aimer. Mais on ne va pas régler ce problème avec un tribunal. Le tribunal, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? D'accord, ok. Voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu, mais je vous ai donné... Ça dit quelque chose, faudrait que... On dit toujours, l'ignorance, c'est la meilleure des maîtrises. Exactement. Parce que si cette femme-là, si elle est agressive, écoutez, il faut faire comme si de rien n'était. Par contre, si l'enfant, il porte la main sur son père, ça, il faut arrêter les frais. C'est inadmissible. D'abord, les violences sont toujours inadmissibles, encore plus sur un ascendant. Moi-même, j'ai essayé de parler avec la bonne femme, mais bon, j'ai pas réussi. Et il vaut mieux, donc, dans ce cas-là, s'en tenir là, et parfois, comme vous dites, le silence est d'or. Voilà. Comme la bave des crapauds n'atteint pas la colombe. Je suis. Vous êtes moi, je ne dirais pas ça. Je dirais le silence est d'or et la parole est d'argent. Voilà. Okay, mais pour la colombe que vous êtes une très bonne soirée et bon envol. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Comme quoi les week-ends impairs deviennent des week-ends amers.
Et voilà, parfois. Et oui, Hélas. des fois, Hélas. c'est vrai, Hélas. c'est vrai. On continue au standard au 02 62 566 566. Bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je constate que vous avez très bon humour. J'aurais une petite question à vous poser. En fait, j'ai fait un échange de véhicule à véhicule. J'ai échangé une voiture pour une moto. Et en fait, le véhicule que j'ai changé, la voiture, j'ai remis pour 4 000 € de pièces. Donc l'embrayage, les suspensions, les disques de frein avant, plaquettes de frein, la distribution, etc. Et il m'a échangé une moto, donc je peux citer la marque ou pas, non? Allez-y. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais si vous voulez. Une KTM 990, donc une moto relativement pointue en termes de mécanique, que je ne connaissais pas à la base, mais voilà, qui m'a toujours plu esthétiquement, etc. Et le lendemain où j'ai récupéré la moto, je l'ai déposée dans un garage pour faire la révision, parce que c'est des choses que je fais automatiquement quand je récupère un véhicule. Et il s'est avéré que il n'y avait pas d'eau dans le radiateur, qu'il y avait pas mal de choses qui étaient abîmées, qui étaient limites. De ce fait, j'ai pas pu rouler pour l'instant plus d'une semaine cumulé plus d'une semaine avec le véhicule. Il a toujours été à l'arrêt, avec le moteur ouvert pour regarder, pour chercher c'était quoi le problème, parce qu'elle faisait des bruits bizarres. Là, j'ai enfin trouvé ce que c'était, parce que j'ai changé de mécano. Du coup, il s'avère que la moto, elle avait un disque d'embrayage cassé. Non pas usé, cassé carrément en plusieurs morceaux. La distribution, le balancier de distribution, la chaîne elle tapait dessus, donc ça a limé le balancier, donc du coup ça faisait vibrer toute la distribution, le cylindre. Un patin de distribution qui était cassé également, qui s'est retrouvé dans le carter. Et là j'en ai à peu près, hormis la première révision de 500 quelques euros, où le mec m'a redonné une partie des sous, qui était 300 €. Là, je me retrouve avec plus de 1300 € de frais sur la moto, alors que moi, la voiture que je lui ai donnée, il y en a pour à peu près 10 000 €. Je voulais savoir, est-ce que j'ai un recours ou pas? Recours pour un échange de véhicules. La réponse est clairement non. La réponse est clairement non, puisque c'est une affaire en particulier, donc il n'y a pas de garantie spéciale. C'est des véhicules, motos et voitures qui sont déjà d'occasion, qui sont achetés en rencontre, comme on dit ici à la Réunion. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de garantie. Vous avez vendu votre voiture en l'état, comme on dit. Lui, il vous vend la moto en l'état. Vous achetez ou vous achetez pas. Vous auriez pu dire, moi, je te donne des pièces, etc. Ça vaut plus cher, donc tu me donnes une soulte pour compenser de 1 000 €, 2 000 €. Vous ne l'avez pas fait. La transaction, elle s'est faite comme ça, c'est terminé. D'accord, donc moi, le fait que je lui délivre un véhicule avec contrôle technique, etc., ça ne change rien au fait que si lui me donne un véhicule il fallait le voir avant, en disant, moi, je te donne un véhicule, regarde, il y a le contrôle technique, au cas où il y a une panne, il y a telle pièce. Moi, comment je fais pour regarder si il fallait que j'ouvre le moteur là, pour savoir, quoi. Disons que le contrôle technique, c'est quelque chose qui vous est remis au moment de l'achat, quand même. Avant même la transaction, on vous montre si le contrôle technique est OK, avec ou sans contre-visite. Oui, mais là, c'est une moto aussi. Une moto, il n'y a pas de contre-visite. Ah, je sais pas ça. Il n'y a pas de contre-visite. Il y a pas de contre-visite. Il y a un contrôle technique, mais il n'y a pas de contre-visite. Non, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle technique pour les motos. Non. Et d'ailleurs, les motards se battent contre ça parce que ça s'appelle juste du. D'accord. C'est racolé. Vous voyez comme quoi. C'est du racket en fait. Je savais pas qu'il n'y avait pas de juste une chose. Même s'il y a eu un échange, etc. Vice caché, ça n'existe pas. Est-ce qu'on peut jouer sur ce mot? Le problème du vice caché, c'est une notion juridique qui existe. Oui. Mais qui est surtout valable pour les véhicules neufs. D'accord? Parce que là, qu'est-ce qu'il va dire? Les pannes, elles sont apparues après la vente, monsieur? Alors, non, justement. Le bruit, il m'en a parlé, il m'a dit, ça a toujours fait ce bruit-là. Moi, je ne connaissais pas. Donc du coup, c'est pour ça que le lendemain, je suis allé déposer la moto dans le garage qui réparait, qui faisait travailler avec cette marque-là. D'accord. C'est là que vous avez eu des réparations pour à peu près 500 €, ce que vous expliquez. La première, oui. La première, c'était à peu près de 500 €. Et qui a payé ces réparations? Pardon? Qui a payé cette première facture de 500 €? Moi. D'accord. Il n'a pas voulu participer.
Il avait déjà passé 300 €, c'est ça? Il a passé 300 €. Il a participé à hauteur de 300 €. D'accord, donc il y a eu un partage, c'est ce que j'avais cru comprendre. Voilà. Donc vous avez partagé en deux à peu près, quoi. Voilà. D'accord. Et là, en fait, la moto, elle n'a pas roulé depuis parce que à chaque fois que le moteur a été refermé, ça faisait, il y avait autre chose qui apparaissait jusqu'à ce que là, il se trouve que, en fait, si j'avais pris la moto, j'aurais pu me casser la gueule et j'aurais pu finir ouverte sur la rue, quoi. Alors, si vous voulez, la piste qui existe peut-être, parce que le problème du vice caché, ce que soulevait Fred, c'est une réalité juridique, mais la difficulté, c'est la preuve du vice caché. C'est-à-dire montrer que tous ces problèmes, moi je ne suis pas un mécanicien pour dessous, mais j'ai entendu ce que monsieur a décrit, donc c'est que voir que la preuve que tous ces problèmes existaient antérieurement à la vente. Alors peut-être grâce à la facture qui vous a été délivrée par ce garage, hein, si ce garage veut bien appuyer la facture, par exemple, par un compte-rendu ou une petite attestation en disant c'est des problèmes qui sont graves, qui affectent de façon majeure le fonctionnement du véhicule et la sécurité de la personne. Et qui existaient manifestement de longue date. Ça peut peut-être vous permettre de prouver le vice caché. Et effectivement, si la preuve du vice caché est rapportée, à ce moment-là, vous pouvez faire annuler, non pas la vente, parce que ce n'est pas une vente, mais l'échange. D'accord. Mais je vous dis tout de suite. Je dois l'envoyer à qui ça parce que. Non, déjà il faut aller voir le garage. Oui, le garage, je pense qu'il sera d'accord. Le garage, il faut qu'il vous fasse un compte rendu des missions de réparation qu'il a faites sur le véhicule, sur la motocyclette, pour faire expliquer que c'est des vices qui sont graves, qui existaient manifestement de longue date. Une fois que vous avez ça, vous faites un recommandé avec accusé de réception à ce monsieur, en disant voilà, vous lui proposez de reprendre sa moto et vous prenez votre voiture, à défaut de quoi. J'ai déjà mis énormément de frais dans la moto, quoi. J'en ai déjà eu. Alors, dans ce cas-là, vous lui demandez une indemnisation, c'est possible aussi. Sauf que s'il refuse, vous allez devoir aller au tribunal. Le tribunal va devoir nommer un expert mécanique, d'accord, pour pouvoir examiner les documents, la facture du garage, examiner peut-être les pièces détachées et donner un avis au tribunal pour dire si oui ou non il y avait vice caché. Mais je ne saurais trop attirer votre attention sur le fait que ça c'est facile qu'on a affaire à des véhicules neufs parce qu'il y a des garanties, etc. Par contre, quand c'est des véhicules d'occasion, c'est très compliqué. D'accord. Juste une question, monsieur. Pourquoi, en fait, faire un échange, c'était plus simple pour vous? Parce que c'est vrai que je vois pas mal de gens sur des sites, échangent voiture contre scooter ou moto, etc. Pourquoi ce choix, en fait? Tout simplement parce que j'avais... ma femme a un véhicule, moi j'en avais un et j'avais une autre moto. Et moi j'étais plus à la recherche d'une moto où je pouvais rouler à deux. La moto que j'avais, moi, c'était une petite cylindrée qui c'était pas du tout pratique à deux. Et ce mec-là, il cherchait un véhicule TT. Non, mais vous auriez peut-être dû, monsieur, vendre et racheter quelque chose qui vous intéressait. C'est ce à quoi... Vendre et racheter, c'est quelque chose où les gens, souvent, ils ne voient pas la cote Argus, etc. Et puis, pour eux, le véhicule, peu importe ce que j'ai mis comme pièce dedans, ils veulent l'avoir au plus bas prix. Et moi, quand je veux racheter cette moto-là, en fait, je la voulais vraiment, ce type de moto-là. Mais bon, voilà, moi, je pensais faire un échange à perte en termes de prix, mais pas avoir à refaire de frais dessus. Là, le problème, c'est que je me retrouve non seulement avec un échange à perte, et non seulement, et en plus de ça, je dois encore débourser des frais, quoi. Et en plus, vous êtes encore quelque part aussi, vous êtes en vie. Pardon? Vous êtes en vie. En vie, oui. Bon, parce que c'est vrai que, à ce qui paraît, comme vous disiez tout à l'heure, en effet, les dégâts de la moto auraient pu en effet mettre votre sécurité. Oui, j'ai un disque d'embrayage qui passe dans la chambre de combustion, ça bloque le moteur, la distribution qui casse, ça bloque le moteur, et ça, c'est à moto, ça ne pardonne pas, quoi. Très bien. Monsieur, en tout cas, merci de votre appel. Je pense que Maître Morel a pu bien vous orienter. Donc, écoutez, suivez ses conseils et puis, écoutez, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Allez, on continue encore. On a vraiment 3 minutes. 3 minutes, c'est parti. Bonsoir, allô, on vous écoute. 3 minutes, top chrono. Question. Bonsoir, Maître Morel. Voilà, en fait, 3 minutes, je ne sais pas si je pourrais. En fait, je vais essayer. Voilà, ça concerne un litige avec une banque à La Réunion. Donc voilà, en fait, il y a eu un souci lors d'un prêt immobilier. Et si vous voulez, en fait, j'avais un reliquat qui a généré des frais. Donc, ce reliquat, on ne m'a pas expliqué les modalités de déblocage, donc ça a généré des frais pendant 5-6 mois. Et ces frais ont été débloqués d'un coup, en fait, en fin d'année. Et donc, moi, j'ai eu une cesse
contester en fait ces frais qui ont été prélevés et qui sont venus alourdir mon budget. Et si vous voulez, là récemment j'ai fait expertiser mon contrat et il s'avère qu'il y a une erreur du TEG. Et je voulais donc savoir si je pouvais moi-même contester en fait ce découvert. Et si oui, est-ce que j'étais obligé de passer par un avocat ou est-ce que je pouvais écrire directement à la banque qui me réclame? Alors, monsieur, effectivement, si la banque a commis une erreur dans le calcul du TEG, c'est-à-dire du taux effectif global, donc ça, j'imagine que vous avez fait faire un calcul par un office qui était approprié, parce que ça se trouve sur Internet, ils vous font les calculs. Tout à fait. Donc si vous avez ça, et si vous avez la preuve que le TEG n'a pas été respecté, c'est clair, ça entraîne pour la banque, écoutez bien, et là je vais vous répondre en 30 secondes, une déchéance totale des intérêts. C'est-à-dire que si vous avez fait un prêt, par exemple, à un taux de 3%, c'est 4,10, c'est même plus haut. Voilà, peu importe le taux, que ce soit 2, 3 ou 4, ils n'ont plus droit à rien, sauf au taux légal. Et pour vous donner une idée, le taux légal aujourd'hui, il doit être de, je ne sais pas moi, 0,2 ou 0,3 ou 0,4%. Donc c'est un taux qui est résiduel, qui est inférieur au demi-%, le taux légal. Donc ça veut dire que la banque ne peut plus toucher d'intérêt du tout, sauf le taux légal. Donc si c'est un prêt, je ne sais pas moi, sur 10 ans, 15 ans, avec des dizaines de milliers d'euros d'intérêt seulement, je ne parle pas du principal qui lui doit être remboursé, ça veut dire que vous avez droit à une remise totale des intérêts. Donc l'idée c'est d'aller voir votre banquier et lui dire voilà, soit vous me faites remise totale, soit j'engage un procès. Et si la banque refuse, la jurisprudence de la Cour de cassation est claire, vous allez voir un avocat, la banque sera assignée au tribunal de grande instance et ils vont devoir faire remise des intérêts en totalité. D'accord, mais le souci, en fait, excusez-moi de vous interrompre, le souci c'est qu'en fait, entre-temps, justement, ce découvert quand même alourdi au point où là, en fait, je suis en retard de 2 ou 3 échéances de prêt. Donc la banque pourrait me menacer aussi de la déchéance du terme, en fait. Alors, c'est vrai, c'est pour ça que je vous ai dit dans un premier temps, allez voir votre banquier pour négocier, en lui disant, voilà, moi j'aurais droit, en fait, à un taux contractuel proche de 0, c'est-à-dire le taux légal, puisque les intérêts, je vous ai expliqué, ils sont déchus du droit aux intérêts. Par contre, je suis un petit peu en retard, je suis un peu dans mon tort. Allons faire une cote mal taillée, vous me faites remise un certain nombre de frais, et on tombe d'accord sur un taux, vous m'avez dit que votre taux, il est haut, 4, combien, à quel taux vous avez emprunté? Je suis 4,10 et je crois que... la signature de mon contrat, 4,10 à l'époque. 4,10, et bien vous négociez, par exemple, qu'il vous fasse moitié ou fasse 2. Voilà, ou 2,5. Absolument. Voilà. Et bien, écoutez, je vais faire un petit... Oh, bah regarde, je suis là, juste là, voilà. Et bien, écoutez, en tout cas, je pense qu'on a répondu à votre question, en espérant que ça se passe bien pour vous. À toutes et à tous, je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, pour les experts juridiques. Bonne soirée à toutes. Merci, au revoir.